Donc bonjour Ingrid, bienvenue. Merci. Alors Ingrid, je vais te présenter rapidement. Tu es critique d'art, tu es actuellement en charge de la rubrique art des Inrecuptibles. Après des études de philosophie et d'histoire de l'art à la Freie Universität de Berlin et à la Sorbonne, tes recherches portent sur la reconfiguration du paysage artistique sous l'effet des nouvelles technologies ainsi que leur influence sur le concept d'individu. Mais finalement, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui ne va pas clairement dans cette direction. Ben si, absolument, en fait. Et ben voilà. Parce que parfait. du coup, moi, du coup, j'ai choisi de parler d'une période beaucoup plus récente, qui est à la fois une rupture par rapport aux formes de l'artisanat collectif qu'on a étudié, et également peut-être une reformation. C'est-à-dire que moi, je vais parler plutôt de craft, qui donc veut dire la même chose en anglais, mais qui est une manière vraiment de le distinguer des formes plus politiques et collectives de la tradition de l'artisanat. Et voilà, de revenir à un craft qui est d'abord un savoir de la main, et donc qui produit d'abord un nouveau rapport à soi-même, dans la continuité de la méthodologie du Caire, avant de produire des rapports collectifs au monde, qui viendront peut-être plus tard, mais qu'il est encore trop tôt pour évaluer. Donc c'est un craft, ce sont des formes de pratique qui sont d'abord thérapeutiques, où en se soignant soi-même, on espère soigner sa communauté et voilà, par extension peut-être le monde. Alors, et voilà. Par rapport aux technologies, pour répondre à la question, moi je pars vraiment de 2008 et du crash de Wall Street que j'établis un peu comme un marqueur temporel. Donc en fait, je vais faire rapidement une petite chronologie où du coup, en gros, je distingue 2008-2016 comme la période qu'on connaît bien de This Magazine, du post-internet, et d'une période beaucoup plus récente qui me semble venir en rupture, où certains des artistes, à partir de 2016 à peu près, de la dissolution un peu de ce mouvement, se rendent compte qu'en fait, cette utopie numérique ne fonctionne pas et qu'il faut peut-être aller vers d'autres formes. Et ces formes-là seraient donc le craft. Bon, bah super. Eh ben, effectivement, tu as fait une très bonne introduction à ta propre présentation. Mais si j'ai souhaité t'entendre, c'est à la suite d'un article que tu avais publié dans la revue 02, qui s'intitulait lui-même Craft. Et le plus intéressant, c'était peut-être ce sous-titre, le retour du craft comme antidote à la cyberfatigue. Et donc, je te laisse maintenant nous développer cette idée dans ta présentation. Oui, effectivement. Donc, bon, du coup, je vais plutôt montrer les images plus tard. Peut-être juste en introduction, on est en train de voir 3 masques de Raoul de Nieves, qui est un article représenté par la galerie Friedman Fitzpatrick, basée entre Paris et Los Angeles. Et c'est vrai que bon, lui, il me paraît emblématique d'une des toutes dernières occurrences de ce craft-là. À un moment, il devient beaucoup plus relié au corps, comme une forme un peu de drague. Mais effectivement, il s'implante encore une fois dans une galerie qui d'abord a beaucoup représenté les articles de Berlin et donc qui a apporté ses formes post-internet. Mais voilà, donc c'était une petite parenthèse. Et peut-être sur le titre, Witchcraft. Witchcraft, c'est la sorcellerie, mais là-dedans, j'ai voulu faire résonner le mot craft comme une manière justement de se pencher sur des objets qui seraient infusés, voilà, d'une certaine puissance incantatoire. Mais au finalement, c'est la réalisation qui transforme peut-être plus l'agent qui fabrique ces objets que ces objets-là en eux-mêmes. Mais voilà, qui sont chargés d'une espèce de résidu comme ça, un peu mystérieux et thérapeutique. Donc pour reprendre un peu au début, effectivement, le craft que moi je voulais un peu distinguer relève donc pas de la simple poursuite sous d'autres formes, mais par d'autres moyens de la tradition artisanale. Tout autant qu'il ne se définit pas par les formes produites et les techniques mobilisées que par l'état d'esprit qu'il sous-tend, c'est-à-dire son rapport à l'activité de production en tant que telle, son inscription dans une économie de savoir et de pouvoir, ainsi que ses implications politiques latentes, qu'il ne faut donc pas encore entendre comme la politique au sens de la gestion des affaires courantes et de l'organisation des multitudes, mais vraiment comme le fait politique qui aurait plutôt rapport à une communauté qui serait affective ou élective, voire de la communauté qu'on forme avec soi-même dans un rapport à un objet, et donc qui est déjà un rapport entre deux choses. Le craft donc naît, comme je l'ai un peu établi, non pas d'une continuité mais d'une rupture.
Et c'est une rupture où on voit vraiment, même au sein d'une période toute récente, à partir de 2016, à la fois une continuité avec des artistes qui ont d'abord commencé à travailler dans un paradigme numérique, qui vont réinvestir cette utopie digitale pour ensuite justement revenir à des formes beaucoup plus artisanales où la production est maîtrisée au niveau d'un seul. Et ensuite, dans un deuxième temps, des artistes qui prennent ce nouveau paradigme de craft directement en cours et qui s'y inscrivent directement, quoi. Et ça, ce sera des artistes qui viendront plutôt de la scène, de la performance et aussi de tout ce milieu drag, queer, écologiste, un peu tous ces savoirs alternatifs et savoirs situés, comme dirait Donna Haraway. Donc le point de départ et le point de rupture, ça serait vraiment en fait le crash de Wall Street en 2008, qui donc va mettre en branle tout ce mouvement qu'on connaît maintenant comme le post-internet, qui naît effectivement autour d'artistes qui du jour au lendemain vont se retrouver au chômage, qui vont décider de créer une chaîne email et donc un magazine qui va s'appeler This Magazine. Ces artistes-là vont donc essayer de maîtriser les conditions totales de la production et de la distribution de leurs œuvres d'art, puisque This Magazine, qui donc est un site internet, est un magazine internet, permet d'avoir à la fois les conditions d'exposition, d'avoir les conditions de vente, mais aussi le discours critique rassemblé au sein d'une plateforme. Le point un peu de dissolution de cette utopie numérique, c'est donc en 2016, lorsque This Magazine devient curateur de la 9e Biennale de Berlin. Leur exposition, The Present in Drag, constitue ce qui se rapproche le plus à ce jour d'une exposition rétrospective de ces artistes dits post-internet. Mais quelques mois à peine plus tard, This Magazine se dissout et apporte par là la preuve éclatante d'un décalage incommensurable entre les nouvelles formes qu'ils ont portées hors du milieu de l'art et leur inscription dans ce cadre-là même. La seconde bulle commence donc à partir du moment où ces artistes qui auparavant étaient engagés dans une production de groupe et dans un mouvement qui tentait d'inventer de nouveaux modes d'existence, pour le dire avec Bruno Latour, dans l'économie digitale, font brutalement demi-tour pour s'engager dans une autre voie. Évidemment, la dissolution de la mouvance post-internet qui agrégeait les artistes très jeunes est certes semblable à l'entrée dans le monde adulte. On va quitter le groupe pour entamer des trajectoires en solo, mais elle témoigne également d'un changement de paradigme plus large qui va marquer l'entrée à partir de 2016 et jusqu'à encore maintenant dans des tonalités beaucoup plus sombres et beaucoup plus dystopiques, qui arrivent donc par la réalisation que le monde digital ne va pas apporter un hors-monde, mais au contraire reproduire, voire renforcer des logiques d'isolation et de répression qui sont présentes dans le monde courant. Pour illustrer ce changement de paradigme, il y a deux grandes expositions qui sont absolument cruciales. Il y a d'un côté la triennale du New Museum à New York, qui a toujours été un très bon marqueur pour agréger un peu les jeunes artistes et dégager certaines mouvances. En 2015, la triennale du New Museum était donc confiée à Lorraine Cornell et à Ryan Trecartin et donnait ce genre de panorama. Donc on est encore dans des formes très fluides, très lisses. Au premier plan, on a une statue de Juliana Huxtable, elle-même présente dans l'exposition, et au second plan, d'Ed Atkins. Or, au printemps dernier s'ouvrait le second volet qui s'appelait lui Songs for Sabotage, curaté par les curateurs Alex Gartenfeld et Gary Carion-Murayavi. Pour eux, le sabotage en question doit venir saper les fondements de la propagande, la dominante occidentale et blanche que l'on observait dans le monde digital. Les formes déclinent donc à travers cette exposition-ci le rêve d'un jardin d'Éden, où le primitivisme est pour le moins surprenant. C'est-à-dire qu'on y observait, on le voit un peu ici, un grand retour de la peinture figurative, mais également de la tapisserie, de la céramique ou de la sculpture sur bois. C'est-à-dire qu'on avait notamment Daniela Ortiz, toute jeune artiste née en 1988, qui allait réaliser ses modèles de ville et de société. Voilà, et donc c'était l'occasion justement pour le critique Peter Shedal dans les colonnes du New Yorker de déclarer à propos de la triennale
que le travail manuel a l'air d'être à nouveau à la mode, tandis que l'innovation est en train de se disqualifier. Un autre glissement se produit en juin dernier au niveau de la Biennale de Berlin. Je viens d'évoquer la 9e Biennale de Berlin où This Magazine était curateur, qui produisait donc ce type de forme. On voit ici Simon Denis qui travaillait sur le Bitcoin et qui rêvait encore d'un autre système économique totalement hors sol. Cette année, la 10e Biennale de Berlin qui vient de s'achever produisait ce type de forme et s'appelait We Don't Need Another Hero, curaté par les commissaires Gabin Kongbo, Nomaduma Rosa Maciela, Serubini Moses, Thiago Paula de Souza et Yvette Mutumba. Pour eux, il était également question d'évoquer l'actuelle psychose collective et la Biennale, de fait, ne proposait pas la lecture cohérente d'histoire ou de présent quel qu'il soit, mais explorait au contraire le potentiel politique de l'acte d'autopréservation. C'est-à-dire qu'on se promenait au milieu de grands environnements dystopiques faits de vestiges plutôt que de constructions, de matériaux très pauvres, très précaires, où rien ne semblait vraiment tenir debout. Effectivement, comme le posait la Biennale, à force d'être empêtrés dans les règles du totalitarisme technologique, les subjectivités sont devenues toxiques. C'était les mots qu'employaient justement les commissaires de la Biennale de Berlin. À la même époque, en France, on observait que plusieurs artistes qui auparavant avaient été montrés et avaient émergé dans des expositions dites post-internet commençaient justement à se réapproprier des techniques et des savoir-faire qu'ils voulaient apprendre, qu'ils voulaient réaliser eux-mêmes, dans le but de maîtriser la chaîne totale des opérations de production. C'est le cas notamment de Renaud Gérèse, qui auparavant produisait ce genre de forme post-humaine avec des zombies, des environnements hors sol et toutes sortes de mythologies technologisantes, qui cette année, aux abattoirs à Toulouse, présentait sa première exposition solo Miroir Noir, où les anciens mannequins qu'on voyait auparavant dérivés en combinaison de cosmonautes avec des Air Max aux pieds, étaient réinscrits dans un curieux environnement domestique qui était fait de ces lampes bricolées à partir de masques vénitiens et de pompons de type rideau de grand-mère, et de toutes sortes de configurations domestiques comme des tourelles tibétaines, comme des mobiliers en patchwork, comme des lits. Donc toutes sortes de choses qui ne tenaient pas très bien, mais où l'artiste insistait vraiment sur le fait qu'il avait dû apprendre ces techniques lui-même auparavant, les maîtriser, et que c'était des formes qui naissaient non pas de la planification, mais bel et bien de la manipulation. C'est-à-dire que l'artiste insiste beaucoup sur le fait qu'il serait totalement incapable de les dessiner avant, que ce sont des formes qui n'existent donc pas comme projet, mais qui vraiment émergent un peu sur le mode de la croissance organique et cellulaire, et donc qu'il choisit d'arrêter au moment où ça tient à peu près bien, plutôt qu'au moment où ça correspond à un projet qu'il aurait déjà eu en tête. Chez Renaud Gérèse, on observe une certaine tendance justement à refermer un peu l'environnement muséal trop blanc, trop éclatant sur des petits modules un peu plus domestiques. Évidemment, il y a une certaine tonalité survivaliste, une certaine tendance au confinement et au claquemurement de soi, qui était encore plus marquée dans une autre exposition du printemps de la jeune artiste Anna Solal, qui exposait à la New Gallery à Paris. Encore une fois, la New Gallery, c'est également l'épicentre de l'introduction de tous les artistes post-internet en France, mais qui marquait au printemps dernier un peu un changement de cap en présentant cette exposition qui était appelée La Convalescence. On y découvrait donc des petites marqueteries réalisées sans colle, c'est très important pour elle, réalisées en faisant tenir comme ça bout à bout toutes sortes d'éléments de récupération. Pour cette exposition-là, c'était surtout tout ce qu'elle avait pu trouver à Marseille, un peu dans les déchetteries et dans la rue environnant les ateliers de la résidence qu'elle faisait alors à Triangle, qui tiennent donc ensemble à partir d'écrans de smartphones brisés, comme on le voit un peu tout autour, de circuits imprimés, mais aussi de barrettes ou de chaînes à vélo.
Évidemment, les formes comme ça font appel aussi à toute la mystique un peu chamaniste qui avait déjà émergé au début des années 90 quand l'informatique avait un peu commencé à pointer le bout de son nez, mais donc qui semblerait revenir un peu revenir à pleine vitesse. Pour elle, tout le discours, c'est justement de dire qu'elle vit dans un monde précaire, sans moyens et sans espace, guidé par l'urgence. Et donc, que ce serait absolument absurde de faire appel au code préfabriqué d'une certaine sculpture noble, que ce soit au niveau des matériaux ou également par rapport à la nécessité d'un socle, puisque toutes ces pièces sont donc soit accrochées, soit posées sur une table. Et dans son travail, c'est également toujours la question de trouver les moyens d'affronter la vie quotidienne qui prévaut plutôt que de viser une forme comme ça idéalisée qui existerait hors des nécessités vraiment très terre à terre qui peuvent la sous-tendre. Il me semble que son travail est assez important pour introduire une seconde distinction théorique qui serait justement d'étudier un peu le cas de la pensée du bricoleur qui est présente chez Claude Lévi-Strauss. C'est dans un livre très connu qu'il écrit en 1962 qui s'appelle La pensée sauvage, qui va établir cette distinction qui est restée un peu iconique pour tout un tas de pratiques, où il distingue justement l'ingénieur du bricoleur. Pour lui, le bricoleur, c'est avant tout une sorte d'esthète qui prend plaisir dans la simple combinaison nouvelle de ce qu'il réalise. Le résultat obtenu est alors secondaire, le plaisir de l'éventuel succès venant en surplus, alors qu'au contraire, chez l'ingénieur, qui a au préalable tout calculé pour que ça marche, l'ingénieur va n'éprouver généralement de véritables plaisirs qu'à condition que son projet réussisse et soit en tout point identique au projet qu'il avait auparavant conçu dans son esprit. Lévi-Strauss a le mérite d'insister sur le processus comme la partie la plus importante de l'activité de production manuelle. Et c'est effectivement cette condition-là qu'on va également conserver par la suite. Mais lorsque Lévi-Strauss écrit dans les années 60, il écrit à une époque où il n'aurait de toute manière pas pu prendre en compte la mesure de l'asservissement technologique. Cette dimension-là, au contraire, est pleinement théorisée chez le sociologue américain Richard Sennett, qu'on a un peu évoqué auparavant, puisque c'est en 2008 qu'il va faire paraître son livre The Craftsman, qui bénéficie d'une traduction française et qui est donc disponible en français sous le titre « Ce que c'est la main ». Évidemment, le fait que Richard Sennett écrive en 2008, qui est encore une fois l'année du crash de Wall Street, n'a pas grand-chose d'anodin. Et Richard Sennett a le grand avantage de se pencher à la fois sur le monde du travail de la fin des années 2000, qui est un monde post-capitalisme, mais également de penser le craft comme totalement applicable également aux ordinateurs et au monde digital. C'est-à-dire que pour lui, le craft devient entièrement un système de pensée où l'artisan, justement, troublé, comme il nous le dit, est troublé parce que l'éthique dont était porteuse sa discipline a été oubliée. Pour lui, le grand problème, ce n'est pas tant que la machine aurait pu remplacer l'artisanat, mais c'est surtout que les compétences techniques ont été détachées de l'imagination, que la réalité tangible a été dévalorisée par la religion et que le plaisir que l'on éprouve à la vue de son propre ouvrage a été traité comme un luxe futile. Donc pour Richard Sennett, l'oubli de ce que c'est la main pourrait bien être la cause directe de la fatigue d'être soi qu'on diagnostique un peu partout dans le monde du travail. C'est-à-dire que l'individu néolibéral perdu dans le flux est soumis à un impératif de rentabilité qui fait que le résultat et le plaisir de son propre labeur lui échappent et que toutes les compétences de créativité et de disponibilité et d'invention sont justement récupérées au sein d'un grand système un peu impersonnel qui fait que le travailleur ne peut plus jamais retrouver cette jouissance qu'il y a à la base dans l'ouvrage bien fait. Au contraire, chez Richard Sennett, le craft va alors venir reconnecter l'esprit et la main. Le craft en cela est avant tout une activité au temps long. C'est un processus qui va pouvoir marquer une échappatoire à la vie accélérée, anonyme et dématérialisée.
Sennett, cependant, tient dans les derniers chapitres du livre à bien établir l'universalité de son concept de craft, puisqu'il va également l'appliquer au système d'exploitation Linux et aux matrices informatiques. C'est-à-dire que chez lui, le craft est donc une compétence qui naît de l'entraînement pratique et qui peut tout à fait être réconciliée avec la technologie si celle-là, justement, arrive à renouer avec un usage ludique et individualisé de l'entraînement répétitif et manuel qu'on va retrouver ailleurs. En ce sens, on pourrait à première vue penser que le craft tel qu'il apparaît chez Richard Sennett pourrait être à rapprocher de la pratique du hacker, qui à la même époque va être théorisé par l'américain Mackenzie Wark dans son manifeste du hacker ou Hacker Manifesto. Chez Mackenzie Wark, on retrouve effectivement pas mal de résonance avec la conception du craft chez Richard Sennett, puisque pour lui, le terme de hacker est aussi envisagé comme un concept générique et transversal qui désignerait plus la production d'idées nouvelles dans des domaines variés qu'une compétence purement appliquée à des systèmes informatiques. Chaque hack coïncide donc, selon l'auteur, à une tentative pionnière de libération matérielle et psychique de l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans cette logique, le hack se limite, comme le craft ne se limite pas à la matière, le hack ne se limite pas au récent domaine d'investigation numérique, mais existe depuis la nuit des temps et caractérise n'importe quel acte d'innovation et d'ingéniosité intellectuelle. La question en filigrane, c'est bien sûr ici aussi la mise en œuvre du hack dans un rapport alternatif au travail, au financement et au temps libre, par un comportement ouvert, volontaire, en réseau, à la libre disposition des autres pour de nouveaux développements, de nouvelles analyses et de nouvelles critiques. La différence entre Mackenzie Wark et entre Richard Sennett, et donc entre le hack et le craft, interviendrait donc plutôt au niveau du collectif et de l'individuel. C'est-à-dire que Mackenzie Wark va vraiment théoriser la pratique du hacking pour penser un phénomène de disruption beaucoup plus global et l'avènement de nouveaux modes de production, de rapports de savoir et de pouvoir dans la civilisation numérique. Au contraire, le craft va d'abord intervenir au niveau du care et au bien-être de l'individu qui subit effectivement cette même société oppressante. C'est-à-dire qu'aux deux, on peut attribuer la portée d'une utopie concrète, d'une contre-société qui serait creusée au cœur de l'actuel, mais le craft se double d'une portée qui serait presque thérapeutique, beaucoup plus proche de ces philosophies du care et de l'impératif de se réparer soi-même. En cela, on peut donc également dégager une seconde généalogie du craft, qui serait donc davantage à rapprocher d'une recrudescence, d'une tonalité comme ça de chamanisme, de spiritualité alternative, d'occultisme, d'astrologie et de sorcellerie chez les jeunes artistes et chez les millénials du monde entier. Donc nous avons sous les yeux l'artiste Raúl de Nieves, qui lui ferait partie de cette seconde vague du craft. Raúl de Nieves est un artiste d'origine mexicaine, né en 1981, qui a été repéré en 2017 à la Biennale du Whitney. Il participe également à la Documenta 14 et provient d'une scène plutôt drag queen, c'est-à-dire d'une pratique justement de se transformer en autre personnage le temps d'une soirée, mais vraiment par une activité sociale de confection des costumes et des accessoires qui doit vraiment être envisagée comme un temps collectif où chacun fait advenir cette nouvelle personne émancipatrice. Ces pièces, comme on le voit, sont surtout réalisées en perles. Il dit d'ailleurs explicitement qu'il a choisi les perles en plastique parce que c'est le matériau qui pour lui prendrait le plus de temps pour travailler et pour réaliser ces grandes robes. Ici, c'est la pièce qui présentait au Whitney Museum où il présentait une robe et un vitrail. Son atelier... Bon, ça c'est lui. Son atelier est d'ailleurs
une partie presque plus importante de son travail que ne le sont les réalisations en soi. C'est un atelier qu'il appelle la Dream House, qui est une espèce de maison de poupée où tout a été construit en perles et sur mesure, et qu'il ne quitterait pour rien au monde, puisque voilà, lui va vraiment exemplifier cette utopie individuelle où on se referme sur un espace tout en convoquant des traditions ancestrales qui pour lui sont la tradition mexicaine, avec tout ce mouvement de retour des morts, de créatures psychopompes, de monstres et d'un artisanat beaucoup plus appliqué. La mythologie ancestrale comme tentation escapiste va également se retrouver chez une généalogie d'artistes qui, eux, vont être beaucoup plus proches de la nature, qui vont être des artistes nordiques, surtout actifs dans les pays baltes. Nous avons ici Chris Lemsalou, qui, elle, est née en 1995 et basée à Tallinn. C'est l'artiste qui représentera l'Estonie à la prochaine Biennale de Venise. Elle-même a été formée en céramique aux Beaux-Arts de Tallinn et en design à la Royal Academy de Copenhague. Pour elle également, il s'agit de réaliser des œuvres qui sont presque politiques, comme elle le dit souvent dans ses interviews, qui sont également construites autour d'un corps le plus souvent absent, qui vise justement moins à l'intégration de l'individu à son environnement social plutôt qu'à son environnement naturel. C'est-à-dire qu'elle a toute une théorie autour de la céramique comme la pratique qui permet d'agréger dans la matière la plus fine possible des particules très différentes. Ces objets, en général, sont nés de concrétion de matériaux naturels et artificiels, notamment de porcelaine, de textiles, de CD, de fleurs artificielles, moulés autour d'un corps potentiel comme ici. Ça, c'est un détail de la pièce, ou alors activés lors de performances. Pour elle aussi, il s'agit de donner des formes potentielles à tout un appareil théorique qui pour l'instant est encore en panne de représentation, c'est-à-dire qu'elle s'inspire énormément de la science-fiction féministe. Elle est très proche de Donna Haraway, surtout de la dernière Donna Haraway dans ce qu'elle dit du Cthulhu-Cthulhu, de toutes ces créatures un peu hybrides. Elle est également proche de pratiques chamanistes et d'une certaine tradition punk. Dans ce sens, dans cette pratique beaucoup plus performative, beaucoup plus drague, on connaît en France peut-être mieux celle qu'il faut maintenant appeler Monster Chetwynd, qui, elle, parle pas tant du craft en soi, mais de cette position justement semi-politique. Elle aussi parle de presque politique, où il s'agit d'abord par la performance, par le rituel et par la parade carnavalesque, de creuser un temps qui ne serait pas productif au sein d'une économie qui l'est de plus en plus. Pour elle, c'est donc surtout le résultat imprévisible et l'expérimentation sans finalité qui prévaut sur une forme finalisée. C'est également la même chose d'un troisième exemple qui concerne cette fois Lucy Dodd. Lucy Dodd qui, elle, bénéficiait d'une première exposition solo à la galerie Sprütmagers à Berlin en avril dernier. Donc qui est quelqu'un qui est plutôt intégré dans un système de galerie classique et qui vient de la peinture abstraite. Sauf que chez elle, la peinture est toujours insérée dans une exposition qui également est conçue comme un espace rituel hors du temps, comme un espace où elle va chaque semaine venir activer les peintures qui sont faites pour se dégrader et vraiment pratiquer un rituel qui va, elle l'espère, venir infuser les peintures d'une force potentiellement thérapeutique. Et ces peintures-là, elle peut après potentiellement les remontrer sans rituel, mais toujours avec l'espoir que la charge de guérison soit encore active derrière. Donc il me semble qu'on a un peu fait le tour de certaines pratiques qui pouvaient faire advenir cette tonalité, avec peut-être un dernier exemple
qui passe également par une des galeries assez connues pour avoir défendu des pratiques du post-internet, qui est la galerie Isabella Bortoluzzi à Berlin, et donc qui à la FIAC l'an passé montrait des pièces de Leila Ekmat. C'est des petites pièces, des petits masques en perles qui ressemblaient plutôt à ça, mais qui également chez elle participe de parades féministes où elle réactive le mythe d'Orphée dans une condition de finitude technologique, c'est-à-dire où il ne faut surtout pas se retourner après un monde utopique, digital, fantasmé, sous peine de se voir justement un peu absorbé dans cette utopie-là et d'être transformé en statue de sel et de perles. Peut-être pour faire un peu le tour de cette tonalité, il me paraissait assez intéressant de revenir sur les tonalités un peu plus witch dans le witchcraft. À terme de symptômes, on peut donc noter que Silvia Federici, qui est l'une des auteurs de référence sur la sorcellerie comme forme de résistance sociale, qui publiait en 1998 son ouvrage Caliban et la sorcière, vient de republier cette année un livre en anglais sous le titre Witches, Witch Hunting and Women, c'est-à-dire les sorcières, la chasse aux sorcières et les femmes, tout en s'exprimant explicitement dans les interviews sur le fait que les années 90, années obscures, années où les contre-savoirs étaient nécessaires, pour elle se retrouvaient aujourd'hui, où on rentrait à nouveau dans des ères comme ça assez sombres, assez troubles, assez indistinctes, où on avait besoin de savoir occulte et de pratiques alternatives en guise d'armes d'émancipation. Pour elle, justement, la figure de la sorcière va être un peu la grande icône sous laquelle on peut comme ça faire passer et communiquer toutes ces branches que sont l'écologie, les queer studies, le post-colonialisme et le féminisme, autant de luttes qui ont toujours cherché à développer des savoirs alternatifs, mais auxquels manquaient peut-être encore des formes visuelles. Après, tout le problème en parlant de formes visuelles, c'est effectivement qu'elles deviennent une illustration de ces théories-là, puisqu'il me paraît absolument fondamental de remettre encore une fois l'accent sur le processus et sur la finalité irréductiblement individuelle de ces formes de guérison. Et c'est là où on touche peut-être à une des impasses de cette pratique du craft qui peut-être est à jamais condamné à rester un escapisme et un échappatoire hors d'une réalité que l'on affronte peut-être pas ou peut-être pas à long terme. J'ai une question, merci beaucoup Ingrid pour cette présentation. Je n'ai pas eu le temps de prendre toutes les notes que j'aurais voulu prendre. J'imagine que c'est pareil pour le public. Mais je voudrais te poser une question par rapport à une question qui m'apparaît dans ta présentation comme presque corollaire du retour au craft. C'est une forme de retour à la figuration. J'ai l'impression que là où on aurait pu imaginer, là où se sont toujours développées des pratiques, enfin ce sont toujours disons dans l'art contemporain, on a beaucoup d'exemples de pratiques artistiques qui font intervenir les métiers d'art classique, la céramique, le travail du métal. J'ai l'impression qu'on était dans un discours beaucoup plus abstrait, beaucoup plus réticent presque à la question de la figuration. J'ai l'impression que dans ce que tu nous montres, cette question-là réapparaît et semble même s'affirmer. Alors, il me semble que tu avais écrit un article également sur ce retour à la figuration en peinture. Quel parallèle tu peux établir entre ce retour à la figuration en peinture et aussi cette réappropriation des moyens de la main
dans un vocabulaire figuratif de l'art. Oui, non, mais je pense que c'est absolument le cas. Et même par rapport justement à des formes de sculpture. Mais je pense que c'est vraiment lié à la même forme un peu d'angoisse de se voir dilué dans le flux. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, a beaucoup fasciné. On est passé un peu vite dessus, mais effectivement, lors des images de la triennale au tout début, la plupart des artistes fantasmaient un corps dématérialisé, un corps qui serait un corps cyborg et qui leur appartiendrait plus, jusqu'au moment où c'est vraiment devenu une angoisse de ne plus se voir, soi-même et de se voir un peu comme ça oublié dans une mixture digitale qui est également une mixture économique d'oppression au travail. Et il me semble que justement tout ce retour de la figuration, qui est une figuration qui n'est pas seulement représenter le monde, mais qui est vraiment représenter l'humain. Un humain un peu modifié, un peu augmenté, un peu hybridé. Voire affecté, parce qu'on a beaucoup d'exemples aussi où la figure humaine est un peu maltraitée. Oui, non, exactement. Ouais. C'est un peu comment on peut imaginer un humain mutant qui saurait malgré tout faire face à des conditions écologiques ou économiques qu'on sait ne pas être brillantes. Et après, je pense que la figure justement du zombie ou du mutant comme ça qu'on voyait beaucoup il y a peut-être 5 années est en train de laisser la place à des pratiques qui seraient beaucoup plus effectivement de l'ordre d'une sorcellerie un peu archaïque, où on est vraiment en train de récuser même ces possibilités de pouvoir être autrement, quoi. On cherche vraiment à tout prix à être soi. Et quitte à se fabriquer des enveloppes et des couches de protection. Mais effectivement, je pense que le souci de se voir et de se voir en tant qu'humain est premier et intervient dans la peinture, mais surtout dans des formes de sculpture, et qui sont des formes de sculpture souvent à taille humaine. Donc c'est un peu comme se confectionner un double, mais un double qui sera un double augmenté. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette journée, on a vu différents exemples de création coopérative qui pouvaient se cristalliser autour du craft, et ta conclusion semble beaucoup plus pessimiste. Et puis ces formes aussi que tu as montrées, dont j'ai souligné le caractère un peu affecté, semble dire quelque chose de peut-être plus sombre. Selon toi, est-ce que cette coexistence dit quelque chose de ce mouvement actuel de l'art? Est-ce que c'est... Je sais pas, comment tu perçois ça, ou est-ce que c'est une interprétation de ma part? Non, mais il me semble que c'est vraiment c'est une forme d'urgence, où on ne pense pas encore à la reconfiguration du collectif. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait que le terme de care soit intervenu dans les discussions précédentes, puisqu'on parle beaucoup de care aujourd'hui, qui est ce soin que l'on prend de soi, mais aussi de l'autre. Mais le care, ça reste un impératif moral qui ne va pas se substituer à l'action que pourrait avoir l'État ou les structures collectives. Bon, on parle beaucoup de care pour des questions d'hospitalité, mais disons que le care, c'est vraiment une mesure d'urgence qui ne peut pas se remplacer, qui ne peut pas se substituer, je sais pas, à une politique d'hospitalité, par exemple. Et il me semble que dans les pratiques qu'on voit, c'est un peu la même chose. C'est vraiment comment arriver à regagner une subjectivité qui serait pleine et entière lorsque l'environnement ne le permet pas, et qu'on répond vraiment comme ça au cas par cas, un peu à une oppression que l'on sent de plus en plus forte. Et après, il me semble aussi que le fait que ces objets existent malgré tout, qui survivent à l'opération de production et qui soient intégrés à l'économie de l'art, c'est malgré tout aussi placer une certaine croyance dans la puissance qui pourrait affecter ces objets, et ces objets qui potentiellement vont circuler et donc qui pourront affecter d'autres personnes. Mais il me semble que c'est une forme faible encore du collectif qui arrive par là.
Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à poser à Ingrid Lukegad avant qu'on conclue cette journée? Thomas Olsen. Faire passer le micro, ce sera sans doute plus simple. Oui, ça m'a beaucoup intéressé, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui recoupent mes recherches aussi, mais qui sont articulées différemment. Et donc, en fait, moi, je vais me concentrer sur une question qui est vraiment la séquence chronologique que vous déployez, qui est donc ultra récente. Mais en voyant certains artistes et certaines problématiques, est-ce que on pourrait aussi voir une forme de problème cyclique qui se retrouve. Je pensais Lévi-Strauss, bon, c'est 62. Alors même si lui, il ne parle pas d'artiste contemporain parce qu'il déteste, mais en tout cas, il y a un effet chronologique où les artistes des années 60, eux aussi, travaillent beaucoup sur le fait main. Et où il y a aussi des formes de chamanisme. Par exemple, il y a l'expo à Ana Mendieta en ce moment, bon, qui est vraiment très très proche visuellement de choses que vous avez montrées. Et donc, je me demande si, voilà, il n'y a pas un retour à un moment, enfin aujourd'hui ou depuis quelques années, à des problèmes qui se sont déjà posés dans les années 60 avec le même genre de solution. Provisoire forcément, et si la question de la bulle numérique et du post-internet finalement n'est pas un épisode qui permet de revenir à ces solutions, mais qui n'est pas la cause même de ces formes ou la cause de ces tendances. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, absolument. Et c'est vrai qu'il y a une exposition au MAMCO d'ailleurs en ce moment qui traite de ça en fait, dans les années 70, qui traite de la réaction décorative à l'abstraction, surtout par les artistes femmes qui ne se sentaient pas représentées dans ces mouvements-là et donc qui vont amener totalement autre chose. Après, je pense que, effectivement, il y a ce mouvement de réaction a toujours été très présent. Je pense que c'est peut-être plutôt quand même une manière un peu plus brutale d'élargir cette réaction à un contexte peut-être davantage social, puisque en fait c'est vrai que le post-internet, moi, m'avait intéressé un peu comme le premier mouvement qui était né directement d'une cause économique en fait, qui s'est jamais défini par le monde de l'art, dans le monde de l'art, ou même contre quelque chose qui aurait pu se produire dans le monde de l'art. Et c'est vrai que vu que beaucoup des artistes vont d'abord réagir à ce mouvement-là, c'est en ça que moi, c'est surtout ce moment de réaction qui m'intéressait. Mais après, effectivement, dans une seconde phase, où vraiment les tout derniers artistes que j'essayais de montrer, eux ne vont plus tant réagir à ces prémices numériques qui vont s'inscrire directement dans cette tendance-là. Moi, je retrouve également beaucoup de choses qui ont émergé dans les années 90, par exemple. On était aussi dans ce mouvement extrêmement mystique voilà, de chamanisme et d'occultisme. Mais il me semble que c'est peut-être sous une forme peut-être voilà, plus directement en prise avec un système social ou économique qui pose des questions plus urgentes. Mais après, effectivement, je pense que pour durer, pour se pérenniser, pour peut-être apparaître comme le mouvement que je ne pense pas que ces artistes pensent en tant que tels, il faut effectivement trouver les racines historiques de ces formes. Et je pense que c'est en train d'arriver, quoi. Quand le MAMCO consacre un cycle actuellement au décoratif qui va circuler au consortium, où on voit par exemple Maï Toupéré qui elle va s'inspirer justement de toutes les communautés utopiques féministes qui parlent aussi beaucoup de contre-savoir. C'est quelque chose qui va être vu, qui va être regardé et qui va pouvoir avoir une actualité justement dans l'histoire de l'art plus consciente. C'est vrai que là c'est des choses hyper jeunes en fait, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de prendre un peu des cas exemplaires plutôt que des familles, ou essayer de le relier un peu plus à une totalité. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors derrière, on a une question. Je vous laisse faire circuler le micro. Bonjour.
Oui, du coup, vous parlez du rapport de cycle, mais je pense aussi qu'en fait, le lien entre le craft, comme il est montré, enfin, c'est ce que je pense, comme vous l'avez montré, et le rapport avec le post-internet, est extrêmement aussi une forme de continuité, parce que même si on parle de rapport de fait main, il y a quand même un rapport à des cultes populaires qui avant étaient des rapports de niche, ou des rapports, par exemple, quand on voit du chamanisme, maintenant c'est des rapports extrêmement vernaculaires, qui je pense sont grâce à Internet aussi. C'est-à-dire que c'est des rapports, c'est pas juste un cycle, je pense, qui va d'un rapport de retour qui va vers le média, qui va vers le média général, puis après des retours vers soi-même, comme avec Maurice, comme on a vu tout à l'heure, entre l'industrie et Maurice, mais plus des choses vraiment qui coulissent l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'on allait d'abord vers des médias du post-internet qui passaient par des outils très génériques et très distancés, un retour vers soi. Mais je pense que même le craft qui est montré là est très lié à Internet, mais a vraiment une culture qui a été construite via Internet, via un partage aussi. Tout à l'heure, par exemple, on parlait des des tutoriels, qui permettent aussi ce craft aujourd'hui, je pense. Et même toutes les cultures qui sont montrées ici, païennes, mais aussi, par exemple, de self-care, c'est un terme qui est beaucoup utilisé sur Internet et qui continue à être utilisé, je pense, dans le rapport au craft, ou même le rapport de, comment ça s'appelle, on parlait de hack aussi, de life hacking et tout, qui va aussi avec des rapports de bricolage. Voilà, c'était une réflexion par rapport à ça. Et par rapport à ce rapport de cycle, qui, je pense, n'est pas tout à fait... mais plus justement une continuité dans ce sens-là. Oui, non, c'est sûr. Enfin, c'est vrai que ce que j'ai essayé un peu d'avancer effectivement avec, avec la figure du hacker, telle qu'elle a pu être montrée chez Mackenzie Wark, c'était aussi un peu pour essayer de faire une transition, quoi. Mais disons que ouais, chez le hacker, c'est faire dérailler quelque chose qui existe déjà, mais pour produire des effets qui sont directement voilà, à au niveau de la société pour avoir une répercussion immédiate. Mais je pense effectivement que c'est des rapports comme ça de bricolage et de détournement qui sont effectivement très proches dans la pratique et dans l'esprit. Ouais. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais finir sur une petite remarque. Tu parlais tout à l'heure de contre-savoir, et pour moi c'est une des idées fortes finalement de cette question du craft telle qu'on la pose aujourd'hui, de l'artisanat tel qu'on l'a posé aujourd'hui. Encore une fois, plus que dans son caractère technique, dans cette idée que l'artisanat peut disons, infiltrer dans la société, c'est que ça peut être une manière de se réapproprier certaines formes, de faire intervenir la question du jeu, d'exercer sa curiosité, de repenser les formes d'expérience. Et même quand on parle de cette question des tutoriels sur Internet, c'est toujours une manière d'apprendre par d'autres biais. Et c'est ce qui, voilà, en conclusion, me paraît peut-être important de valoriser aussi autour de cette figure de l'underground qui est Pierrot Elixir, dont on parlait en ce début de journée, qui éclaire certaines relations à la culture à une culture mainstream, mais par un biais qui est celui d'une figure méconnue, une présence comme ça qui a été très invisible et dont on prend aujourd'hui mesure de l'ampleur. Cette idée, voilà, c'est de percevoir cette question de l'artisanat comme une manière peut-être d'interroger la société depuis l'endroit d'une forme de réappropriation de certains pouvoirs. Voilà, je te remercie beaucoup Ingrid et je vais maintenant passer la parole à Claire Nedelec qui travaille à la DRAC Pays de Loire, qui doit être conseillère art plastique j'imagine, et à David Guiffard qui avait dit un mot en ce début de journée. Voilà, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Nous n'allons pas être très longs parce que les uns et les autres, vous allez rejoindre peut-être d'autres contrées. Moi, je voulais simplement, au nom du ministère de la Culture et avec aussi certains de nos collègues qui sont présents et que je salue, Delphine Paul, merci infiniment, conseillère donc pour les arts plastiques au Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Baptiste Gabéraud,
qui est présent aussi, conseiller en Île-de-France, voilà, de vous dire simplement, de manière anecdotique, il y a 2 ans et demi, lorsque nous nous sommes dit, on va essayer de s'emparer de cette chose qui s'appelle le saut d'avis, schéma d'orientation des arts visuels. En fait, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là? Et on s'est dit, de toute façon, on ne sait pas trop, donc on va tenter d'inventer. Et cette invention, en fait, elle est passée par une réunion qui a eu lieu en plein été au Mans, je me rappelle, il faisait très chaud, dans une cité administrative, où nous étions accompagnés d'ailleurs, et je le salue, de Franck Lavillonnière, qui représente donc la mission régionale des métiers d'art. Et nous nous sommes dit, nous allons proposer à notre noble maison, qui est le ministère de la Culture, d'avoir une réflexion sur justement la question du savoir-faire, de la technicité, du geste, de la main et de la création contemporaine. C'était pas tout à fait gagné, on ne savait pas, on a avancé. Et là, je voulais simplement dire que déjà un énorme merci à tous les intervenants, à la qualité des intervenants, merci à cette précieuse modération, comme l'on dit. Je remercie aussi évidemment Sophie Vinet, qui a composé, qui a inventé, qui a structuré ces rencontres. Et puis je voudrais aussi saluer dans l'assistance des personnes qui sont venues de différents endroits. Il y a des artistes, il y a des programmateurs. Je salue la présence en particulier de Jérôme Le Teinturier, 2 ans, voilà, à Flers. Je salue aussi la présence de Nicolas Hérisson, Piassé le radieux. Ça vous dit quelque chose, Piassé? Une histoire incroyable entre Le Corbusier et Norbert Bézard, céramiste. Et si vous ne connaissez pas Piassé le radieux, village de 360 habitants environ, voilà, où Le Corbusier buvait quelques coups avec Norbert Bézard et ils ont eu l'envie de faire une ferme coopérative utopique qui n'a pas vu le jour, mais elle a vu le jour quand même, puisque des maquettes, des projets, des dessins sont là, et qu'un travail énorme a été fait sur ce territoire, et que bien évidemment, cela pose aussi ces questions d'une interpellation entre individus, une amitié, et aujourd'hui, il y a un parcours d'art contemporain autour de ce travail important qui est fait. Je voudrais saluer aussi la présence de nombreux étudiants des écoles supérieures d'art de Angers, de Tours. Tours, une remarque particulière, parce qu'il se trouve qu'à Tours, il y a une formation spécifique des NSEP de restauration, sculpture, volume. On n'a pas évoqué la question de la restauration, mais ça aurait pu être aussi évoqué. On a parlé du FRAC Pays de la Loire. Je te rassure, Delphine, effectivement, le Florian Soumy est bien dans les collections. Et vraiment, invitons les élèves de ce collège ou de ce lycée, invitons-les à Carquefou pour qu'ils voient l'œuvre, comment elle se situe actuellement, et je pense que ce serait une belle histoire à prolonger. Voilà. Et puis juste pour terminer, je voudrais évoquer 2 figures qui nous ont malheureusement quittés. Donc on est dans une histoire de l'art un petit peu plus lointaine. Je pense à Raymond Hins, qui nous a quittés en 2005, qui était un conteur extraordinaire, et dont une des œuvres a été réalisée, qui s'appelait Le Cheval de Troie, qui a été réalisée grâce à un maître pâtissier, chocolatier. Et c'est une photographie qui maintenant fait partie de la collection qui est à Beaubourg. Et je vous conseille vraiment, parce qu'elle est souvent sortie, cette œuvre, d'aller la regarder, parce que c'était une aventure extraordinaire entre Raymond Hins, qui voulait refaire ce cheval de Troie, et il a trouvé effectivement un maître pâtissier qui s'appelait Pralin. Ça ne s'invente pas, et vous imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de Raymond Hins pour réaliser cette œuvre. Et puis, puisque l'école d'art du Mans est présente aussi avec des étudiants, je voudrais peut-être évoquer Gina Pan, artiste ô combien importante pour la question de la sculpture, de la performance. Il faut rappeler que sa dernière œuvre a été réalisée grâce à un ferronnier qui s'appelait, je crois, Thierry Josse, et que La prière des pauvres et le corps des saints, qui est une œuvre absolument extraordinaire, a vu le jour grâce aussi à ce savoir-faire et à ce compagnonnage entre artistes et artisans. Et j'aurais presque envie ce soir d'inventer un nouveau terme qui serait artiste-temps,
entre cadence et rythme. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je ne connaissais pas Napoléon Gaillard, donc ça on va s'y précipiter. Retrouver aussi l'esprit d'Élisée Reclus. Et enfin, pour terminer, et pas je dirais dans une vision pessimiste des choses, je crois que cette journée nous montre aussi que l'entre-soi peut être dangereux, et qu'il est important aussi que les principes d'insularité puissent s'élargir le plus possible et que les publics puissent à un moment donné être en face de formes reconnaissables, méconnaissables, de toute façon à découvrir. Et je ne résiste pas au fait de vous citer cet aphorisme de Cioran qui nous disait que la modernité, c'est bricoler l'incurable. Merci à vous tous. Merci à vous tous également. Je remercie encore Sophie pour son invitation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, je ne l'ai pas assez fait, mais je remercie encore tous les intervenants qui ont éclairé cette journée. Merci beaucoup.